Bonsoir tout le monde, heureuse d'être avec vous ce soir pour la présentation. Ce soir, ma présentation va être sur le stress relié au traitement CPAP, puis on va explorer un peu les différents types de stress qui peuvent arriver avec le début de le traitement puis le maintien de la thérapie. Puis on va aussi penser à des manières de diminuer ce stress-là, d'apprivoiser le tout. Donc, premièrement, je vais commencer par me présenter. Donc, mon nom, c'est Sarah Noiselier. Je suis nanothérapeute depuis 2009. La majorité de ma carrière a été faite à l'hôpital Sainte-Justine. Donc, j'ai beaucoup en fibrose kystique, en fonction pulmonaire pendant assez longtemps. Et puis, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai réorienté ma carrière. Donc, maintenant, je travaille à la clinique Somnos, qui est une clinique d'apnée du sommeil. Moi, je suis à la succursale Longueuil, là, qui est le siège social. Donc, dans ma petite introduction, c'est que dans le fond, le diagnostic d'apnée puis le traitement, dans le fond, quand on se fait annoncer qu'on va avoir un appareil CPAP, ça peut occasionner quand même beaucoup de stress. Il y en a plusieurs types de stress avec différents déclencheurs. Puis en général, il y a quand même façon de gérer ça, trouver des solutions pour réduire ça, puis rendre ça plus vivable là, à moyen long terme. Donc, je vais commencer par nommer les différents types de stress qu'on pourrait rencontrer là, quand on commence un traitement CPAP. Puis après ça, on va en parler là, de chacun là, de ces points-là que je vais nommer. Donc, première chose, bien, on peut être anxieux par rapport au diagnostic en tant que tel quand on se fait annoncer qu'on fait de l'apnée du sommeil. On peut avoir peur aussi de l'engagement à long terme du traitement, dans quoi qu'on va s'embarquer. On peut avoir peur de la contamination de notre matériel. On peut avoir la claustrophobie, donc qui peut quand même être important en ligne de compte quand on pense qu'on va avoir un masque dans le visage. On peut avoir un stress financier lié aussi à l'organisation, au manque de temps, par rapport à ce que c'est un outil technologique. On n'est pas toujours habitué à manipuler des appareils avec une technologie comme ça. Puis aussi le stress qui est lié à l'adaptation au traitement. Donc, on peut commencer par définir, dans le fond, un peu c'est quoi le stress. Dans le fond, j'ai pris une définition là, de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Mais malheureusement, je voulais la lire, mais je la vois pas bien. Attendez un petit peu. OK. C'est un état d'inquiétude ou de tension mentale causé par une situation difficile. Il s'agit d'une réponse humaine naturelle qui nous incite à relever les défis, à faire face aux menaces auxquelles on est confronté dans notre vie. Chacun éprouve du stress dans une certaine mesure. La façon dont nous réagissons face au stress fait une grande différence pour notre bien-être général. Donc, c'est sûr que quand on parle de commencer un traitement CPAP, c'est normal de ressentir de l'anxiété, du stress, mais après ça, on est quand même maître de la façon qu'on va réagir puis comment on va gérer ça par la suite. Donc, première chose qu'on peut rencontrer, dans le fond, c'est l'anxiété générale face au diagnostic. Quand on se fait annoncer qu'on fait de l'apnée du sommeil, donc on va avoir la peur d'être malade. Là, je me sens en guillemets, là, mais on a l'impression d'être catégorisé comme une personne malade, de perdre un peu le contrôle sur un aspect de notre vie parce que c'est quand même le sommeil, c'est quand même le tiers de notre temps dans une journée. Donc, on peut avoir une impression de perte de contrôle, d'être malade, d'être catégorisé. Donc, c'est important de ne pas se laisser définir par ça. On n'est pas une personne qui a de l'apnée et c'est juste ça qui prend la place dans notre vie. Là. En fait, c'est juste une chose qu'on a besoin la nuit. Donc, en prenant le contrôle de la situation, en disant, ben non, moi, je vais m'impliquer, je vais faire les choses comme il faut, je prends soin de moi au lieu de se voir comme une personne qui est victime, une personne qui est malade. Juste dans notre état d'esprit, ça peut vraiment changer notre sentiment d'impuissance, de détresse qui pourrait être lié à un diagnostic. Surtout quand on parle, mettons, d'une apnée sévère, ça peut faire peur, mais c'est vraiment juste une catégorisation des apnées. Donc, il ne faut vraiment pas se laisser impressionner nécessairement juste par le type d'apnée. OK. L'autre peur qu'on peut avoir quand on se fait diagnostiquer l'apnée du sommeil, c'est peut-être de peur de faire un arrêt respiratoire en ayant de grandes, grandes, graves conséquences la nuit, pas des conséquences à long terme. Donc là, il faut relativiser tout ça. Quand on met notre traitement, là, ça va vraiment traiter notre apnée. Il n'y a pas de problème. Ça ne va pas faire qu'on se met à avoir de l'apnée de façon incontrôlée. Justement, le CPAP, il est là pour ça. Donc, si on a peur de faire une apnée, peur de faire un arrêt, bien en fait, partir de notre traitement, c'est la meilleure chose à faire parce qu'on sait que ça n'arrivera pas. OK? L'autre chose, il faut réfléchir un petit peu quand on fait des diagnostics d'apnée, c'est qu'on en a fait depuis un petit moment. Si, mettons, on part notre traitement la semaine suivante, c'est pas la fin du monde non plus.
Beaucoup de gens aussi vont avoir de l'anxiété face à l'idée de s'engager à long terme. Parce que quand on parle d'un traitement CPAP, on parle d'un traitement qui va durer dans les années, hein. On ne parle pas de petites choses qui vont durer quelques jours. Donc, c'est mieux en ce moment-là d'y aller un petit pas à la fois. Selon où on s'en est rendu, comment on se sent, c'est mieux y aller à son rythme puis y arriver que de partir très rapidement, d'être catégorique puis de finalement vouloir jeter notre spat par la fenêtre. C'est pas ce qu'on veut. Fait que moi, quand j'ai des personnes qui commencent un traitement, je les encourage à le porter graduellement. On y va au rythme de la personne. Si la personne dit, ben, moi, je le mets 1 heure, je suis tannée, ben, c'est correct, c'est pas grave. J'aime mieux qu'on le porte pendant 1 heure ou 2, pendant des semaines, mais au bout du compte, on va l'avoir que de se forcer à porter des 8 heures, faire des nuits blanches, puis finalement arriver à rien. L'autre peur qu'on pourrait avoir, c'est la peur de la contamination possible du matériel. Justement, j'en avais parlé l'année passée dans ma présentation là, sur le nettoyage, l'entretien. Donc, c'est vrai qu'il y a un risque de contamination bactérienne ou fongique, c'est-à-dire avec les champignons, dans le masque et l'appareil CPAP, si jamais on ne nettoie pas nos choses. Ça, c'est réel, on ne s'en sort pas, c'est une possibilité. Mais par contre, il y a justement des recommandations pour le nettoyage, l'entretien puis le remplacement des équipements qui vont justement aller faire qu'il n'y aura pas de danger. Tu sais, si on fait vraiment un bon nettoyage, on suit les consignes, on remplace les choses au bon moment. Si on se rend compte qu'il y a des petits picots noirs, des traces jaunes, des choses comme ça, on change notre matériel, on fait attention, on ne se rendra pas malade avec notre appareil. OK? Dans le doute, vous pouvez toujours aller voir la personne qui vous traite, qui vous suit. La clinique d'apnée peut vous informer là, sur l'entretien recommandé pour chaque équipement, puis faire le tour avec vous. Tu sais, dans le doute, c'est mieux d'aller poser la question, puis comme ça, on reste en contrôle, on sait ce qui se passe, puis on ne se met pas à risque. Bon, l'autre chose qui peut arriver, c'est la claustrophobie. Donc, il y a des gens qui vont me dire, dans le fond, quand il y a un diagnostic, que ce ne sera pas possible de faire le traitement parce qu'ils voient les gros masses, on parle des fois des gros masses spatiaux là, comme ça, là, et ils trouvent ça très impressionnant, puis on peut avoir vraiment un sentiment de claustrophobie, de se sentir pris dans le masque. C'est très important d'en parler. Si jamais on est claustrophobe, on a peur du masque, on a peur de se sentir pris. À la base, a priori, on n'avait pas pensé faire ça, mais qu'en le mettant pour nous, on se sent étouffé, on se sent envahi, c'est super important d'en parler à votre professionnel parce que il y a beaucoup de modèles de masse différents. Des fois, c'est d'essayer juste quelque chose de plus petit, plus léger, vraiment faire des essais aussi, là, si ça ne vous permet pas d'avoir un bon confort, d'aller l'échanger pour vraiment trouver quelque chose qui va permettre de le porter. L'autre chose qu'il faut garder en tête, que les gens ne savent pas toujours, c'est que la majorité des gens n'ont pas besoin d'un gros masque facial, là, des gros masques. Hein. La majorité des gens, en fait, avec un masque nasal ou narinaire, les petits bouts qu'on met dans les narines, on a des super bons résultats, même qu'en général, c'est plus facile d'avoir un bon traitement avec ces petits masques-là. C'est prouvé, là, justement, j'ai mis une petite référence pour une étude, là, comme quoi que, en fait, on devrait toujours se diriger vers des masques plus petits. Donc, pour la claustrophobie, là, vraiment, on mentionne ça aux professionnels, puis on choisit notre masque en fonction de ça. Oh, excusez, je pense que j'ai sauté une diapo. Après ça, bien, il y a le stress financier. C'est sûr, quand on se fait annoncer qu'on a un traitement à avoir, puis il va falloir acheter une machine super dispendieuse, bien oui, ça peut faire un choc. Ça peut être des frais qui ne sont pas prévus hein, dans notre budget. C'est quand même un bon montant en général. Donc, première chose, vérifier avec les assurances. C'est quoi, on est surpris et beaucoup de gens vont me dire, ah, mais moi, je pense qu'ils ne couvriront pas. Puis finalement, en présentant les choses, des fois, on est capable d'aller chercher. On vérifie toutes les clauses de l'assurance, on vérifie avec eux avant d'aller acheter parce qu'on ne veut surtout pas avoir des mauvaises surprises. Donc, des fois, on peut dire ouais, mais finalement, le diagnostic léger n'est peut-être pas couvert. Peut-être qu'il y a un montant maximal. Il y a des formulaires aussi. Certaines compagnies vont demander des formulaires ou des documents très particuliers à envoyer. Si on parle d'une location, on va vérifier est-ce que la location est couverte versus l'achat. Tu sais, vraiment, tous les petits détails qu'on va aller chercher avec l'assureur avant de s'engager financièrement, avant d'acheter quelque chose. Parce que comme ça, quand on arrive avec notre achat, si on sait exactement ce que les assurances vont couvrir, bien là, on n'a pas de mauvaise surprise. Une autre chose aussi, on fait attention quand on magasine notre appareil de vérifier tous les frais
Quand on se fait donner un prix, là, disons, dans une clinique, on arrive, on se fait dire, ouais, l'appareil, il est tel prix. On vérifie. Est-ce qu'il y a des suivis d'inclus? Est-ce que le masque est inclus? Est-ce qu'il est échangeable? Est-ce une garantie? Tu sais, on fait vraiment une bonne liste. Ça vaut la peine de poser nos questions avant d'acheter notre appareil. Puis comme ça, après ça, ben, on sait dans quoi on a mis notre argent, puis on n'a pas de mauvaise surprise. OK? À ma connaissance, la RAMQ ne couvre toujours pas les CPAP. Je sais que c'était discuté depuis un petit bout, mais bon, je pense que ça n'a pas vraiment bougé. Peut-être qu'Hélène pourra compléter l'information après la présentation. Par contre, ben, on va regarder les factures de frais médicaux. Par contre, là, on va aller chercher tout ce qu'on peut. Côté financier aussi, certaines personnes vont recevoir un CPAP usagé en cadeau d'un proche. Des fois, ce qu'on voit, nous, à la clinique, c'est par exemple quelqu'un qui arrive qui n'a pas d'assurance, mais je ne sais pas moi, sa sœur en a une, puis sa sœur a acheté un nouveau CPAP neuf, puis elle lui donne son CPAP usagé qui est en bon état. Donc, si c'est un appareil qui n'est pas trop usé, qui n'a pas été brisé, qui n'a pas eu d'eau dedans, qui est en très bon état, bien oui, ça peut être une solution envisageable. C'est sûr que on va aller changer les accessoires. Là, quand je parle d'accessoires, là, je parle du masque, c'est personnel, hein, ça va dans le visage, on veut avoir notre propre masque, mais aussi la chambre d'humidité, la tubulure et les fils. Dans le fond, tout ce qui est changeable sur un appareil, parce que c'est là que les bactéries moisissures vont aller pousser. Donc, on est mieux de partir avec tout notre stock en neuf, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup moins cher qu'acheter un appareil. Beaucoup de cliniques d'apnée vont offrir justement la programmation puis des suivis à des frais beaucoup moins importants là, que ceux qu'on aurait pris pour un appareil neuf. Et que si jamais c'est quelque chose qui se présente pour vous, ben, ça peut être à considérer, surtout quand on n'a pas d'assurance. Ensuite, on a un stress aussi qui est possible lié à l'organisation et au manque de temps. OK? Parce que c'est sûr que là, ça peut paraître gros quand on commence. Là, on se fait expliquer qu'il va y avoir du nettoyage, des rendez-vous, de la gestion de notre traitement, etc. Ça peut avoir l'air stressant un petit peu. Donc, c'est sûr que oui, il va falloir passer un petit peu de temps à gérer notre traitement au début, surtout là, pour les rendez-vous pour bien partir. Donc, c'est sûr qu'au début, il faut penser que notre premier rendez-vous, le rendez-vous initial, risque d'être plus long parce qu'on va passer du temps pour se faire expliquer la machine, répondre à nos questions, etc. Par contre, ben, avec les nouveaux appareils qui ont tous pas mal des modems cellulaires, mais on est capable d'avoir beaucoup de suivi à distance, comme par téléphone ou par courriel, ce qui va prendre quelques minutes dans notre journée à l'occasion, mais c'est quelque chose qui je vais quand même bien gérer. Puis plus le traitement va être bien établi, plus qu'on s'investit au début, plus que ça va bien aller, puis moins on va avoir de temps à consacrer à notre traitement par la suite. OK? Donc, c'est sûr qu'au début, il va y avoir des petits rendez-vous en présentiel aussi pour trouver un bon masque, mais ça revient à ça. Si on se consacre au début, on s'investit un peu, mais après ça, ça va tellement sauver de temps que ça vaut la peine, puis on va être moins stressé avec notre manque de temps. L'autre chose qui peut paraître un gros défi, c'est l'entretien du matériel, mais on peut le mettre dans une routine. Souvent, les gens vont se dire, ben, moi, je vais le faire à tel moment dans ma semaine, comme ça, on n'oublie pas. Donc, ça va alléger notre charge mentale, ça va être beaucoup plus facile. Puis plus qu'on le fait, plus on est à l'aise. Comme au début, là, démonter le masque, ça peut avoir l'air d'une montagne, ça a l'air compliqué, on n'est pas sûr si on a oublié un morceau, etc. Si on a l'habitude de le manipuler, là, on ne se pose même plus de questions, on y pense plus. C'est comme faire la vaisselle à la maison. C'est pas compliqué, laver une assiette, mais si on ne l'a jamais fait, ben oui, ça peut être impressionnant, puis ça peut nous prendre plus de temps. C'est un peu le même principe pour notre matériel. L'autre chose aussi, on n'oublie pas, on peut utiliser des outils technologiques comme notre cellulaire pour se mettre une petite alarme, pour y penser, justement pour encore alléger notre charge mentale et être moins stressé avec ça. Oups. Ensuite, l'autre anxiété qu'on va beaucoup rencontrer quand les gens vont venir acheter un appareil, c'est l'anxiété par rapport à la technologie. Parce que quand on voit les appareils maintenant avec les écrans tactiles, il y a des menus partout, tout ça, ça a l'air intimidant, ça a l'air très compliqué. Des fois, on n'est pas à l'aise, on a peur de dérégler quelque chose. Donc, c'est important de savoir que, dans le fond, le professionnel va tout l'avoir réglé pour vous. Les réglages de base ont déjà été adaptés. Fait que ce qu'on va vouloir vraiment se souvenir, là, c'est le bouton pour le démarrer puis l'enlever, comment installer notre masque. Mais tout le petit menu, là, avec tous les réglages, ben, le professionnel, il va vous aider à les régler. Puis souvent, on peut le faire à distance avec un modèle. Fait que moi, quelqu'un qui n'est pas à l'aise, je vais tout le faire à distance, puis on ne se cassera pas la tête là, avec le menu. OK? Un autre élément important à savoir, c'est que les paramètres prescrits, dans le fond, ce que le médecin a demandé, des choses à ne pas toucher qui pourraient être dangereuses à changer,
sont dans un autre menu, sont dans un menu caché. OK? Donc, c'est à peu près presque impossible de le dérégler par erreur. Ce qu'on peut dérégler par erreur, c'est des choses qui ne sont pas très graves, comme mettons le niveau d'humidité. Quand même, ben l'air serait un petit peu plus humide, un petit peu plus sec, on s'est trompé, on n'est pas en danger. C'est vraiment pas grave. Si jamais ça vous arrive aussi de vous pensez que vous avez déréglé quelque chose dans votre SPAB, le mieux, c'est d'appeler la personne qui l'avait réglé pour vous, puis elle va vous aider. Là, souvent, c'est pas grand-chose, il ne faut pas trop se stresser avec ça. C'est toutes des affaires qui s'arrangent bien. OK? Quand vous achetez votre SPAP aussi, ça vaut la peine de regarder, essayer de trouver un modèle qui semble simple pour le menu, mais aussi la manipulation. Des fois, la chambre d'humidité, si on la trouve difficile à ouvrir, à manipuler, bien, des fois, c'est peut-être pas le meilleur modèle pour nous. On peut demander à les voir, à les regarder, essayer de trouver quelque chose qui nous parle un petit peu plus, parce que si on se sent à l'aise, bien, on va plus utiliser facilement, ça va être plus facile. OK? Puis c'est ça, comme je parlais tout à l'heure, bien, la majorité des modèles maintenant, ils ont des modems cellulaires. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les données s'envoient tout seul. On n'a pas besoin d'envoyer manuellement nos données. Ça se fait tout seul, vous n'avez pas besoin d'y penser. Le professionnel, quand il vous appelle, il y a déjà le rapport dans son écran. Il peut tout contrôler à distance si jamais il y a un changement. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va aller privilégier. Comme je vous dis maintenant, le modèle en général, c'est pas mal de base là, avec le modem. L'autre stress aussi, c'est le stress de ne pas être capable de s'adapter. Hein? C'est sûr qu'il faut être conscient que quand on achète un appareil comme ça, il va y avoir une période d'adaptation. Hein? C'est tout à fait normal. J'en ai pas beaucoup, moi, des gens qui ont acheté leur SPAP, qui ont fait leurs 8 heures de sommeil, puis tout était parfait dès le lendemain matin, puis qu'on n'a jamais rien touché. C'est très rare. Hein? Donc, c'est normal qu'il va falloir prendre du temps pour apprivoiser notre appareil, comprendre notre traitement, être plus à l'aise avec notre masque. Hein? Donc, le mieux, c'est vraiment de faire un effort, un vrai effort sincère, de le porter tous les jours, mais il faut toujours se respecter là-dedans. Hein? Si on n'est plus capable, on est tanné, ça ne va pas, on l'enlève puis on dort. Hein? Moi, je veux vraiment personne qui fait des nuits blanches avec ça ou qui se stresse pour le nombre d'heures qu'il a mis. Ce n'est pas gagnant. Le mieux, c'est vraiment de s'écouter. OK? Donc, les premières journées, là, si on ne l'a pas mis beaucoup, ce n'est pas plus grave que ça. Hein, comme j'en parlais tantôt, moi, j'aime mieux quelque chose qui va être plus long, une adaptation plus lente, mais qui va réussir, que quelqu'un qui se met son spade dans la face pendant 10 heures comme ça toute la nuit puis qui ne dort pas, bien, on ne sera pas, sera pas avancé. La personne ne voudra plus le mettre. Donc, on n'aura pas réussi notre adaptation. Hein? Ça ne marchera pas. Ensuite, il faut rester aussi réaliste dans nos attentes. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que les gens se sentent un peu découragés quand on les appelle au début de traitement. Parce que les gens, ils voient qu'ils ne l'ont pas mis toute la nuit, ils l'ont porté juste 3 heures. Ils ont plus de fuites qu'ils pensaient. Peut-être même le IAH, c'est le chiffre qu'on regarde là, pour savoir si on a fait de l'apnée. Ce n'est pas le chiffre qu'on voulait, tout ça. En ayant des attentes un petit peu plus basses, comme en sachant qu'on ne va pas le mettre toute la nuit, que ça se peut que nos cheveux ne soient pas parfaits. Ça se peut qu'on ait besoin de changer de masque, c'est qu'on est plus ouvert au fait que ça ne soit pas parfait en partant. Ça va beaucoup diminuer notre stress. Il ne faut pas trop être sévère avec soi-même quand on commence un traitement. On fait un réel effort, puis ça va venir tout seul, mais il faut prendre vraiment du temps. Autre chose aussi qu'on peut faire, si jamais on trouve ça difficile de s'adapter, puis ça nous stresse, c'est de le porter en étant réveillé. Donc, ce que je dis toujours, c'est qu'on peut le porter assis. C'est plus facile de respirer assis que respirer couché. Et on peut le porter en écoutant, disons, la télévision, en regardant un livre, en faisant quelque chose qui nous distrait. Donc, au lieu de penser à je respire dans mon CPAP, c'est difficile, j'ai de la misère à expirer, bien là, je regarde mon émission, bien, c'est plus facile. Donc, ça va nous détendre. Puis, à la longue, bien, notre cerveau va comprendre que c'est pas si grave que ça d'avoir un masque dans le visage. Puis, on va arriver à s'endormir par la suite. L'autre chose aussi, c'est de vraiment bien communiquer avec le professionnel qui vous suit à la clinique de sommeil. OK? Parce que dans le fond, toutes les petites difficultés, tout ce qu'on rencontre là, qui est plus dur au début, c'est important de lui dire. Parce que souvent, il y a des petits réglages qu'on peut faire. Exemple, j'ai pas assez d'air dans mon masque, mais souvent, on peut l'arranger, ça. J'aime pas mon masque, il me fait mal au nez, j'ai de la misère à expirer. Toutes ces petites choses-là, c'est vraiment important de le dire parce qu'il y a souvent des choses à faire. Puis aussi, on peut dédramatiser aussi, de dire, ben non, c'est pas grave que vous l'avez mis 2 heures, c'est votre première semaine, laissez-vous une petite chance. Puis
Des fois, juste en parler, ça fait du bien aussi. Donc là, je vais faire aussi une petite présentation sur des façons qu'on peut gérer notre stress. En fait, des petits trucs là, pour essayer de nous aider un peu dans tout ça. Donc, premièrement, c'est d'essayer de comprendre la cause exacte du stress. Parce que si on ne comprend pas pourquoi on se sent stressé, pourquoi on se sent anxieux, mais c'est dur de travailler sur la cause. Donc, qu'est-ce qui m'a stressé? Qu'est-ce qui m'a rendu comme ça? Puis, comment je pourrais changer? Donc, dans le CIPAP, ça peut être, est-ce que c'est financièrement? Est-ce que c'est la machine m'intimide? Est-ce que j'ai peur de ne pas avoir des bons résultats? Donc, il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui nous stresse. Ensuite, bien, revoir les attentes, puis vraiment accepter que ça ne sera pas parfait en partant. Ça, c'est vraiment une clé là, pour vraiment faciliter puis déstresser le début du traitement. Pratiquer des exercices de relaxation, respiration, méditation. Là, c'est sûr que c'est propre à chacun. Il n'y a pas une méthode qui va marcher pour tout le monde, mais on peut s'informer là-dessus. Juste prendre quelques minutes par jour pour juste relaxer, se détendre, contrôler notre respiration, ça vaut la peine, puis ça peut vraiment avoir des bonnes répercussions dans la journée. Autre chose aussi, être bien entouré, avoir des amis, famille, des proches qui vont se soucier de soi, pouvoir en parler aussi de nos difficultés à l'entourage, ça c'est vraiment important. Puis être bien soutenu par quelqu'un là, qui est un professionnel de la santé qui connaît ça, qui pourrait vous aider dans les difficultés. L'autre chose, c'est de ne pas se gêner, de poser des questions ou d'appeler, vraiment verbaliser les difficultés, parce que si on le garde pour soi, on va tout intérioriser, puis on ne va pas pouvoir gérer notre stress ou notre anxiété, puis ça va juste continuer à grandir. Donc, ce n'est pas ce qu'il faut. Ensuite, ben, c'est sûr que tout ce qui est habitude de vie saine, donc bouger, bien manger, avoir des heures de sommeil régulières, avoir un horaire propice au repos, c'est sûr que c'est toutes des choses qui vont diminuer le stress. C'est prouvé qu'aller prendre une petite marche, prendre l'air, ben, ça va diminuer le stress en général, donc ça va faciliter notre traitement par la suite si on est moins stressé. Ensuite, ben là, un autre effet aussi, c'est que, en fait, il y a un effet du traitement de l'apnée sur le stress. Donc, en fait, c'est prouvé que si on fait bien notre traitement d'apnée, si on avait de l'apnée, on porte notre CPAP, puis ça va bien, on a réussi à tout gérer ça, ça réduit l'anxiété et les symptômes dépressifs. Donc, c'est quand même comme une boucle, finalement. Avec ça, on est capable de passer par l'adaptation qui peut être stressante. Ça va diminuer notre anxiété en général. Donc, c'est vraiment comme une étape à franchir, mais au bout du compte, c'est payant, là. Autant pour notre santé physique que notre santé mentale. Il y a vraiment des gains à aller chercher, là, à traiter notre apnée. En terminant, ben, je vais faire mes remerciements donc à tout le monde pour votre temps, votre attention. Merci aussi à l'Association pulmonaire qui organise les présentations. Puis aussi un beau merci aux cliniques Somnos qui m'ont permis de prendre du temps pour préparer la présentation là, que j'ai fait aujourd'hui. Avec un gros merci encore. Donc, c'est terminé pour ma petite présentation.